Bonjour, c'est notre 16e numéro de notre actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, vous le savez certainement, cette semaine est étudié dans l'hémicycle le projet de loi d'orientation agricole. Vous savez, c'est ce qui devait être le grand projet de loi agricole donc, du gouvernement, celle qui était censée répondre à la colère des agriculteurs qu'on a entendu en début d'année. Mais malheureusement, évidemment, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a rien du tout sur les revenus des agriculteurs, alors que c'est bien leur première revendication, pouvoir vivre de leur métier. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, dans notre niche parlementaire, en novembre dernier, nous avions proposé la mise en place de prix planchers pour leur garantir donc ces revenus. Il n'y a rien non plus sur la refonte de la gouvernance des instances agricoles, rien encore sur l'accès pour faciliter l'accès au foncier, donc l'accès aux terres, alors que c'est exactement ça dont ils ont besoin les agriculteurs, parce que c'est un vrai problème d'accéder aux terres agricoles aujourd'hui. Et là donc rien pour la régulation donc du foncier. En revanche, il a un effet, ce texte, malheureusement, c'est en gros menacer la protection de l'environnement. Pourquoi? Alors par exemple, dans l'article 1 est introduite, ça a été déjà adopté, c'était en début de semaine, est introduite la notion d'intérêt général majeur pour les projets agricoles. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce qu'évidemment quand on entend ça, on peut se dire bah oui, nourrir la population c'est d'intérêt général, c'est logique, tout ça. Oui, mais non, parce qu'en fait cette notion-là, elle va servir juridiquement à faciliter des projets notamment industriels, par exemple des projets d'élevage industriel, de fermes-usines, mais aussi des méga-bassines, etc., etc. En fait, ça va servir en justice. Si par exemple il y a des recours contre ces projets, on va dire bah oui, mais non, c'est d'intérêt général majeur, donc ça passe, donc c'est important, il faut le faire. Donc en dépit des dégâts environnementaux que crée ce type de projet. Je vous renvoie à mon intervention à ce sujet en hémicycle, je la mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est vraiment une menace en fait pour l'environnement parce que ça va faciliter les projets, les grands projets industriels. Oui, d'ailleurs, je signale en passant que dans cette raison d'intérêt général majeur, il y a l'agriculture, mais il y a aussi l'aquaculture. Or, vous savez certainement qu'il y a justement 3 projets de méga usines à saumon qui sont prévus, qui menacent nos côtes françaises. Et là, on voit bien que typiquement ce type de mesure, ça va permettre de les faciliter, alors qu'il y a une grande opposition évidemment citoyenne face à ces projets-là. Je vous en reparle très bientôt parce que c'est une catastrophe pour les animaux, pour l'environnement. Ensuite, il y a aussi l'article 13 qui vise justement à diminuer les sanctions en cas d'atteinte à l'environnement, comme de par hasard. L'article 14 qui, lui, vise à simplifier la protection des haies. Mais en fait, il s'agit de simplifier leur arrachage, donc on ne protège rien du tout, au contraire, vous savez que les haies, en fait, c'est primordial, c'est une vraie réserve de biodiversité dans les paysages agricoles, bref, une catastrophe encore une fois. Et l'article 15 qui, justement, vise à faciliter les projets industriels dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, donc notamment les méga-bassines, enfin les réserves d'eau, disent-ils, donc les méga-bassines, et les bâtiments d'élevage, donc là encore des bâtiments d'élevage industriels. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de raccourcir le délai de contentieux, c'est-à-dire le juge des référés n'aura plus qu'un mois pour se prononcer si jamais justement des citoyens, des ONG, des associations émettent un recours contre un projet de ce type, notamment pour des raisons environnementales. Voilà, donc vous voyez bien que tout le projet va dans le même sens. Il s'agit encore une fois de favoriser l'agriculture industrielle. Monsieur Fesneau a osé dire quand même en hémicycle qu'il ne savait pas ce que c'était que l'élevage industriel. Et nous non plus d'ailleurs, on sait pas dire ce que c'est par exemple. Bon, alors que je sais pas, des milliers d'animaux entassés dans un bâtiment, apparemment pour Monsieur Fesneau, ce n'est pas de l'agriculture industrielle, ce n'est pas de l'élevage industriel, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Je rappelle que dans ces fermes-usines, on entasse donc comme ça des milliers d'animaux, jusqu'à 1 million de volailles dans l'Oise par exemple, c'est faramineux. Et bien sûr que ces animaux ne sont pas faits pour vivre dans ces conditions-là, les uns sur les autres. Ils développent des comportements anormaux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils s'agressent les uns les autres, on leur coupe les queues, on meule les dents, tout ça sans anesthésie, bien souvent. Et bien sûr, c'est des contextes dans lesquels ils développent aussi plus de maladies, ils sont plus fragiles, on les gave d'antibiotiques. Enfin, il n'y a rien du tout qui va dans ce système-là, il faut absolument en sortir. Et ce n'est pas du tout ce que veut faire ce texte, vous le comprenez. D'une manière générale, ce projet de loi agricole, il ne veut pas répondre en fait à la colère des agriculteurs réellement. Il répond en fait aux demandes de la FNSEA qui demande toujours moins de normes environnementales et toujours plus de projets industriels. Alors, bonne nouvelle, en revanche, pour les animaux, le Royaume-Uni vient de voter une loi qui vise à interdire l'exportation d'animaux vivants. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a l'Australie aussi qui a annoncé engager une transition pour arrêter justement le transport aussi, enfin l'exportation de moutons vivants. Alors,
de quoi on parle? C'est une mesure très importante parce que nous au niveau français, en fait, c'est le transport des animaux, c'est réglementé par un règlement européen. Donc c'est au niveau européen que ça se décide. Et nous, ça fait longtemps qu'à la France Insoumise, on porte comme revendication la fin donc justement de l'exportation des animaux vivants et aussi la réduction des temps de transport d'une manière générale, que ça n'excède pas 8 heures pour les animaux d'une manière générale et 4 heures pour les animaux les plus fragiles. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a à peu près 1,6 milliard d'animaux par an qui sont transportés, alors soit d'un pays européen à un autre, soit donc vers des pays tiers, donc des pays hors Union européenne. Vous l'avez compris, on parle d'heures et d'heures de transport, parfois de jours de transport, soit dans des camions, soit dans des bateaux. Et on parle là souvent de températures extrêmes, que ce soit l'hiver, il peut avoir extrêmement froid, ou l'été évidemment, où là ils souffrent énormément de la chaleur. Je pense que la pire catastrophe peut-être c'est le transport maritime. Parce que là, donc, ça dure des jours et des jours, que les animaux sont entassés les uns sur les autres, bien souvent dans des bateaux qui sont absolument pas adaptés à ça, qui se retrouvent très rapidement en fait à être là au milieu de leurs excréments, donc à souffrir énormément de la chaleur par exemple. Enfin, c'est des situations absolument catastrophiques. Et il y avait une commission d'enquête parlementaire au Parlement européen, dont Manuel Bompard, qui est à l'époque député européen, faisait partie, et qui avait démontré en fait que les conditions pour les animaux étaient absolument pas acceptables. Je vous rappelle qu'on est censé, c'est dans notre code rural, on est censé les maintenir dans des conditions qui sont compatibles avec leur nécessité biologique, nos impératifs biologiques. Là, on en est très loin. Et notamment, cette commission d'enquête, elle avait montré que c'est impossible à tenir pour les animaux non sevrés, notamment les veaux. Il faut savoir, je vous donne juste petite illustration pour montrer l'absurdité du système. Aujourd'hui, on fait naître énormément de veaux en Irlande, qui sont ensuite transportés en bateau jusqu'à Cherbourg, en France, et de là, ils sont transportés dans des camions jusqu'au sud de la France, parfois même jusqu'en Espagne, jusqu'en Italie, pour y être engraissés, et ensuite, même, ils sont encore transportés pour être abattus. Donc, vous voyez un peu l'absurdité du système, et là, je vous rappelle qu'on parle de bébés, c'est-à-dire d'animaux non sevrés. Et donc là, pour le coup, cette commission d'enquête, elle a démontré qu'en fait, on n'était même pas en capacité technique de répondre à leurs besoins biologiques, parce qu'en fait, pour bien les traiter, il faudrait s'arrêter très régulièrement, les sortir, les nourrir au biberon. Vous pensez bien que c'est pas ça du tout qui se passe. Voilà, donc cette commission d'enquête avait été très claire à ce sujet. D'ailleurs, le rapport avait été voté à l'unanimité au Parlement européen, en montrant que les conditions de transport des animaux vivants n'étaient pas dignes. Et c'est pour ça que c'est très important de soutenir cette mesure. Donc le 9 juin, on vote Manon Aubry aussi pour que le transport des animaux, le durée de transport soit réduite et qu'on aille enfin vers une transition, une sortie de cette exportation des animaux vivants, parce que c'est possible. On pourrait tout à fait transporter des carcasses dans des bâtiments, enfin des compartiments réfrigérés. La technologie existe, il suffit de le vouloir et d'arrêter de faire souffrir des animaux pendant des heures et des heures dans des bateaux ou dans des camions. Alors, le mois d'avril 2024 a encore une fois battu des records de chaleur. Vous le savez peut-être, c'est systématiquement le cas. En gros, depuis juin 2023, chaque mois bat des records de chaleur précédents. D'une manière générale, les températures ont augmenté de plus 1,61 degrés justement sur les 12 derniers mois. Et vous le savez, tout ça, ça va avec l'accélération, l'augmentation d'événements extrêmes et dramatiques. On l'a vu nous en France déjà avec les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais au début de l'année par exemple. Le Canada, actuellement la saison des incendies a commencé, il y a des milliers de personnes qui ont été déplacées. Vous vous souvenez certainement des incendies absolument dramatiques l'an dernier, donc évidemment là on prend des précautions parce qu'on s'inquiète. L'Asie fait face aussi à des températures, des vagues de chaleur de 40-45 degrés. Au Mexique, tout récemment, les habitants disaient qu'ils voyaient tomber les singes des arbres comme des pommes. C'est atroce à dire, mais voilà, des singes qui sont tellement déshydratés qu'ils tombent comme ça de leur arbre mort. Voilà où on en est aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Europe, c'est le continent qui se réchauffe le plus vite. C'est 2 fois plus vite que l'ensemble de la planète. Et d'ailleurs, vous savez peut-être qu'en ce moment, la Catalogne fait face à une sécheresse d'une ampleur et d'une durée absolument exceptionnelle. D'ailleurs, le côté espagnol de la Catalogne avait décrété l'état d'urgence à la sécheresse. Les nappes phréatiques sont complètement vides. Là encore, une situation catastrophique. Fin avril, il y a eu un rapport de l'Organisation internationale du travail qui a montré qu'il y a actuellement 7 travailleurs sur 10 de par le monde qui font face à des chaleurs excessives dans leur cadre de leur travail. Ça fait quand même 2,4 milliards
de travailleurs dans le monde et qui en plus sont menacés par des risques de propagation de maladies qui se développent plus vite, la dengue par exemple, et d'autres maladies qui sont liées notamment à l'augmentation des températures d'une manière générale. Le Guardian a effectué un sondage auprès des chercheurs du GIEC et ils sont 80% à dire que eux, ils pensent que d'ici la fin du siècle, on aura atteint une augmentation des températures d'au moins 2,5 degrés. Là, on est déjà à plus 1,2. Et vous le savez, si on passe le cap des plus 1,5 de la vie des scientifiques, on arrive au point de non-retour, c'est-à-dire de basculement, c'est-à-dire le moment en fait où on ne sait plus ce qui va se passer. Les événements vont probablement s'accélérer d'une manière absolument incontrôlable et on ne sait pas ce qui nous attend. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir déclaré au Guardian, je cite, qu'eux voient un scénario même à plus 4 degrés et ils se déclarent désespérés, furieux et effrayés. Et du côté de la France, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, cocorico, justement, les banques françaises sont championnes, figurez-vous, du financement des projets pétrogaziers d'une manière générale, donc des énergies fossiles. Il y a un rapport, le Banking on Climate Chaos, qui vient de sortir et qui montre que la France est au 2e rang donc, du soutien de ces projets, de ces entreprises pétrogazières par leurs banques. C'est principalement les banques BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et la Banque Populaire Caisse d'Épargne qui soutiennent ces projets-là. Elles soutiennent notamment, elles continuent à soutenir notamment les projets émergents pétrogaziers alors que les scientifiques sont unanimes, tous les experts du climat se tuent à répéter qu'il faut absolument arrêter avec ces projets. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, du projet ICOP, qui est mené donc par Total Energy, l'entreprise dont la France est si fière, selon Emmanuel Macron, et donc en fait un projet d'oléoduc géant qui va traverser l'Ouganda, la Tanzanie, enfin évidemment en détruisant des villages, en déplaçant quantité de population, et puis avec quantité de dégâts environnementaux, en détruisant des espaces naturels précieux, etc., etc. Mais qu'à cela ne tienne, donc les banques françaises continuent à soutenir les pétrogaziers et tout ce type de projet à hauteur quand même de 27 milliards d'euros entre 2021 et 2023. Cocorico. Néanmoins, me direz-vous, vous avez certainement entendu peut-être que Gabriel Attal a dit que nos émissions de gaz à effet de serre avaient baissé en France, moins 5,3%, youpi. Oui, mais en fait, vous vous en doutez, c'est pas si simple que ça. En réalité, si on regarde la courbe justement de nos émissions de gaz à effet de serre et des émissions de gaz à effet de serre importées, c'est-à-dire celles qui sont le fait d'activités dans d'autres pays, mais pour notre économie, c'est-à-dire pour des choses qu'on importe, nous, dans notre pays, et bien quand on observe ces deux courbes, elles se croisent et elles se compensent complètement. Autrement dit, en réalité, les émissions de gaz importées, elles augmentent. Donc non, le rôle de la France n'est absolument pas bénéfique pour la planète, et au contraire, finalement, on s'occupe de saccager ailleurs, plutôt que chez nous. C'est la seule évolution qu'on peut noter dans cette déclaration, donc fallacieuse, vous l'avez compris, de Gabriel Attal. J'en profite pour dire qu'on attend toujours le plan national d'adaptation justement au réchauffement climatique qui nous est promis depuis des mois. Mais là, finalement, il est reporté encore une fois, ça devait être pour fin avril, je crois. Mais là, bon, il y a des urgences plus urgentes, vous comprenez bien que le réchauffement climatique, vous avez entendu tout ce que j'ai dit précédemment, il n'y a pas d'urgence, pas lieu de s'affoler. Et puis ça n'a sûrement rien à voir avec l'arrivée prochaine des élections européennes, parce que vous le comprenez, le bilan quand même du gouvernement est absolument catastrophique. J'imagine qu'ils n'ont pas envie de l'afficher si proche des élections. En tout cas, moi, je rejoins les scientifiques dont je parlais tout à l'heure. Je me sens aussi furieuse face à la non-action de notre gouvernement face à l'accélération du réchauffement climatique et même plus que ça, toutes les régressions. Je vous parlais des régressions environnementales à travers le projet de loi d'orientation agricole, mais en fait c'est partout pareil. On voit le droit environnemental qui diminue, attaqué littéralement par ce gouvernement. Aucune action prise à part, vous voyez, pour la sécheresse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des méga-bassines. Enfin, les moindres idées qu'ils ont, ce sont toujours de la maladaptation au changement climatique ou alors des choses qui aggravent la situation. Voilà, donc moi aussi je suis furieuse et encore une fois, le 9 juin, on va voter et on vote pour Manon Aubry et l'Union Populaire pour la force de changer tout ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.